Oké, goedemorgen iedereen. Bedankt om deel te nemen aan deze presentatie van de KRIG. Dus de webinaire over de hervorming van de aansluitingsprocedure. Donc ici, nous allons présenter les principales mesures que la CRIG a décidées dans son code de conduite qui date donc de la fin janvier et qui sont entrées en vigueur le 3 mars dernier. Alors, ça n'est pas, je dirais, la dernière, ni encore la première modification du code de conduite. Nous en avons une majeure au niveau des connexions flexibles l'année dernière au mois d'avril, et c'est un processus qui va normalement encore se poursuivre dans les prochains mois avec des modifications supplémentaires. On est ici au niveau de la CRIG très concerné par ce problème de congestion et de file d'attente. Alors, le code de conduite est une compétence directe de la CRIG dans laquelle nous avons donc déjà à 2 reprises travaillé, mais vous devez savoir que nous collaborons aussi régulièrement, non seulement avec ELIA, mais aussi les régulateurs régionaux. Nous avons tout un processus avec des workshops, des task force et toute une série de réunions, aussi bien au niveau direction que collaborateurs, pour trouver ensemble des solutions à ces problèmes de connexion et de capacité. La solution viendra d'un travail, je dirais, de tous et surtout concerté et harmonisé au niveau des différentes régions. Nu geef ik het woord aan Julien die de presentatie zal geven en voor jullie vragen zijn Julien en zijn collega's beschikbaar op het einde van de presentatie om de antwoorden te geven. Julien. Ja, bedankt Laurent. Goedemorgen allemaal, bonjour à tous. En inderdaad bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn voor deze webinar. Het toont de interesse voor dit onderwerp. Donc merci beaucoup d'être si nombreux. Ça montre effectivement le grand intérêt pour cette problématique et la décision qui a été prise récemment. Ik zal nu mijn presentatie delen. Normaal gezien zien jullie nu de eerste slide. Ik zal de presentatie in de 2 talen geven. Dus met een mondelinge toelichting in het Nederlands voor de slides die in het Frans geschreven zijn. Et une explication en français pour les slides qui sont écrits en néerlandais. Tijdens de presentatie mogen jullie vragen in de Q&A-sectie van de webinar stellen. Donc vous pouvez sans problème poser toutes vos questions dans la section Q&A du webinar et nous y répondrons après la présentation. En ik zit hier met mijn collega's Mirjam Robroek en Nelly Gravier van onze juridische afdeling en ook Sophie van de Wijnberg van de technische afdeling van de CREG. Dus mijn afdeling ook. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous avons une équipe pluridisciplinaire. Donc Mirjam Robroek et Nelly Gravier du département juridique, ainsi que Sophie van de Wijnberg et moi-même du département technique. Er zijn maar een paar slides in het begin die in de 2 talen zijn en daarna zal ik dus suivre de Frans en de Nederlands. Donc on va commencer tout de suite avec quelques slides introductifs. Dus de agenda. Ik zal eerst een paar woorden zeggen over de tijdlijn van de beslissing en dan de belangrijkste pijlers van de hervorming uitleggen voor onze Q&A-sessie. Donc d'abord un mot sur le calendrier et puis les principaux éléments de la réforme pour continuer ensuite avec le Q&A. Donc, la décision B3027 a été prise par la CREG le 29 janvier 2026 et donc elle concerne une modification du code de bonne conduite. Et donc, die wijzigingen van de gedragscode zijn gepubliceerd op 9 februari op de website van de CREG en de inwerkingstreding is dus al gebeurd. Dat was op 9 maart 2026, dus verleden week. Évidemment, il est important de mentionner qu'il y a beaucoup de mesures transitoires qui ont été décidées, dus overgangsbepalingen voor de lopende studies bijvoorbeeld, maar daar zal ik terug op komen later in de presentatie. Oké. Donc on commence avec les choses sérieuses, je dirais, les éléments techniques de la décision.
Un élément d'abord très structurant pour la décision, c'est la clarification et l'amélioration de la structure de la procédure. Donc, à partir de l'entrée en vigueur de la décision, les étapes de la procédure sont clarifiées et un peu mieux détaillées. Les principaux éléments sont que maintenant, toute demande de raccordement commence d'abord par une étude de la complétude de la demande par ELIA, qui doit donc, en fait, on en parlera après, mais dans un délai déterminé, confirmer au demandeur que l'étude est complète. Et puis ensuite vient une étape de détermination du type d'étude dont il est question. Ensuite, une offre est faite par ELIA au demandeur et le demandeur commande son étude. D'un point de vue plus technique, nous avons mieux défini ce qu'on appelle en néerlandais donc Net Aansluiting Study, donc une étude de raccordement au réseau qui est faite aussi bien dans le cadre d'une étude d'orientation que dans le cadre d'une étude de détail. Et ce qui est très important, on y reviendra, c'est qu'à la fin de cette étude de raccordement au réseau vient une étape de décision go, no go qui est requise en fait, et donc c'est bien le demandeur qui doit à la fin de cette étude, une fois qu'ils ont en cas de connexion flexible reçu le rapport technique qui leur précise la quantité de flexibilité qui est attendue, préciser à ELIA s'ils souhaitent ou non continuer l'étude, le but étant de limiter les études inutiles si jamais, par exemple, les chiffres de flexibilité reçus sont tels que le business case pour le demandeur n'est absolument pas viable et que donc il préfère se concentrer sur une autre option en cas d'étude d'orientation, par exemple. Nous avons aussi clarifié toute la procédure ce qui concerne les modifications mineures, selon l'article 24. Donc, vous verrez que chaque fois, les articles du Code de bonne conduite sont précisés pour que vous puissiez facilement retrouver le texte auquel nous faisons référence. Et effectivement, et ensuite, la procédure pour les études de modernisation a aussi été clarifiée. Aussi important, dans l'article 2 du Code de bonne conduite, beaucoup d'éléments, des concepts sont définis. Nous en avons ajouté quand même toute une série pour clarifier évidemment le texte. Dus het volgende stap van de procedure is de bepaling van het type studie die vereist is. Hoe wordt dat uitgedrukt in de gedragscode, dus artikel 21, paragraaf 3. Eigenlijk een aansluitingsstudie is een oriëntatiestudie, behalve in die gevallen, de volgende gevallen. Dus bijvoorbeeld een oriëntatiestudie is al opgeleverd, dan de aansluitingsstudie moet een detailstudie zijn. Een andere mogelijkheid is dat geen technische analyse nodig is voor ELIA. En dan, men kan dan de oriëntatiestudie skippen eigenlijk om rechtstreeks een detailstudie te doen. Dat is wat men een fast track noemt, maar er zijn voorwaarden uiteraard die wel gedetailleerd zijn in de gedragscode. En een andere mogelijkheid is dat enkel substantiële wijzigingen van de installatie van de netgebruiker nodig zijn. En dat is dan een moderniseringsstudie die beschreven is in artikelen 34 tot 36. Stel nu dat een moderniseringsstudie moet uitgevoerd worden, maar dat er toch niet geringe wijzigingen zijn van de aansluiting, dan wordt de moderniseringsstudie een onderdeel van een detailstudie eigenlijk die in parallel uitgevoerd moet worden. Voilà, dus dat was voor een moderniseringsstudie en voor een geringe wijzigingen van de afsluiting is er een aparte procedure in artikel 24. Ce qui est très important, évidemment, c'est qu'on a défini, pour chacune des étapes que l'on a ajoutées ou redéfinies, nous avons défini des délais qui sont stricts, et on y reviendra également. Donc, nous avons essayé de schématiser les différents délais possibles pour les EOS et les EDS. Alors, pour commencer, pour l'EOS, vous verrez déjà une grande différence, c'est que les délais selon lesquels ELIA doit fournir les résultats d'une étude ne commencent plus à la demande ou à l'introduction d'une demande de raccordement, mais bien à la commande de l'étude. Au moment de la demande d'une étude de raccordement, il y a en fait 10 jours ouvrables pour étudier la complétude
de la demande. Elia doit ensuite confirmer au demandeur que l'étude est complète. Et puis suit une période de 10 jours ouvrables pour déterminer le type d'étude qui est nécessaire selon les critères que je viens d'expliquer au slide précédent. Une fois qu'une offre a été fournie par Elia, le demandeur a 20 jours ouvrables pour commander son étude. Et ensuite, les délais stricts qui sont définis dans le code de bonne conduite commencent à courir. C'est-à-dire que pour une étude d'orientation, l'étude de raccordement au réseau doit être réalisée en déant les 40 jours ouvrables. À la suite de cette étude de raccordement au réseau, comme déjà expliqué, le demandeur doit préciser le résultat de sa décision go, no go. Et donc, le demandeur a 20 jours ouvrables pour prendre cette décision. Et ensuite, Elia continue avec les autres aspects de l'étude d'orientation et doit livrer le rapport en déant 20 jours ouvrables après la décision du demandeur. Donc, au minimum, si on ne tient pas compte des 20 jours pour la décision go, no go, le délai d'application pour Elia est de 60 jours ouvrables pour une EOS à partir de la commande. Pour une EDS, c'est un peu plus long. Donc, vous avez à nouveau 10 jours pour la complétude, 10 jours pour le type d'étude, 20 jours pour commander. L'étude de raccordement au réseau est un petit peu plus courte, puisqu'on part du principe qu'il y a moins de variantes qui seront étudiées dans une étude de détail par rapport à une étude d'orientation. À nouveau, vous avez les 20 jours de décision pour le go-no-go, et puis 90 jours ouvrables pour Elia pour terminer l'étude de détail, étant donné qu'il s'agit là de fixer tous les détails techniques du raccordement. En ce qui concerne les études de modernisation, il n'y avait pas de délai précédemment fixé. Maintenant, c'est chose faite. Elle doit être livrée dans les 90 jours ouvrables et les résultats de cette étude doivent être approuvés par la CREG qui a 40 jours ouvrables pour le faire. En cas de modification mineure, le délai est beaucoup plus restreint. Il s'agit de 10 jours ouvrables, avec cependant un bémol, puisqu'il a été clarifié pendant tout le processus de décision qu'il était parfois nécessaire pour Elia de réaliser une étude de raccordement au réseau pour fixer, par exemple, des chiffres de flexibilité. Dans ce cas, si une étude de raccordement au réseau est considérée comme nécessaire, le délai est ajouté de 30 jours. Le délai de 30 jours est ajouté, qui est considéré comme celui qui est nécessaire pour réaliser cette étude. Nu, die nieuwe termijnen zijn eigenlijk bindend. Dat is ook een nieuw aspect van de nieuwe versie van de gedragscode. En dat is bindend voor Elia, maar ook voor de aanvrager. Bij de CREG, we vinden het evenwichtig dat beide, Elia en de aanvrager, moeten binnen de termijn respecteren. Wat gebeurt er voor Elia? Ja, de termijnen zijn sanctioneerbaar in geval van overschrijding door Elia. Dus als Elia te laat is voor de oplevering van de studies, en dat is conform de elektriciteitswet. Een alternatief is dat tarifaire stimulans gedefinieerd worden. En dat is eigenlijk de huidige voorstel van de CREG, maar het wordt nog overwogen samen met Elia. Het is nog in discussie, maar het is een alternatief. Voor de aanvrager, wat betekent het dat die termijnen bindend worden? Wel, als een aanvrager te laat is voor een van die termijnen, dat betekent dat de aansluitingsprocedure stopgezet wordt. En dat betekent ook dat de reservatie van de capaciteit wegvalt in geval van een detailstudie bijvoorbeeld. Dus zolang eigenlijk de capaciteitsreservatie geldig is. Uiteraard hebben we een aantal overgangsbepalingen moeten definiëren voor die termijnen, maar daarop zullen we later terugkomen. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, il y a effectivement une décision go-no-go qui doit être fournie par le demandeur à la suite de la livraison de l'étude de raccordement au réseau. C'est défini dans 2 articles, évidemment, puisque cette étude est réalisée à la fois pour une étude d'orientation ou pour une étude de détail. L'objectif est effectivement d'éviter que des études inutiles, que des études soient inutilement terminées dans tous leurs détails si le demandeur sait déjà qu'il ne sera pas intéressé par une variante ou que les résultats de l'étude de raccordement au réseau ne sont pas satisfaisants. Le demandeur a donc 20 jours pour communiquer sa décision à Elia. L'incitant du côté du demandeur est qu'effectivement, il devra payer un tarif plus bas pour
une étude à laquelle il met fin suite à cette décision. Ces tarifs doivent encore être définis en détail, mais en attendant que ce soit fait de façon formelle, pour l'instant, le demandeur ne payera que les 50% d'avance qu'il a dû payer au début de l'étude d'oriëntation ou de l'étude de détail. Een ander belangrijk aspect van de hervorming is dat er nu filters zijn om niet ernstige of onrijpe aansluitingsaanvragen te ontmoedigen. Wat moeten de aanvragers nu doen? Ze moeten de verklaringen op eer indienen samen met de aanvraag in verband met de terreinen die nodig zijn om de beoogde installaties te realiseren. Dus pas op, twee belangrijke punten. Het gaat over een verklaring op eer van de aanvrager, niet van de eigenaar of de eigenaars van de terreinen. En het moet eigenlijk het terrein voor het onderstation en minstens 2/3 van de voorziene capaciteit dekken. Dus niet de ganse capaciteit. Waarom? Er waren een aantal discussies met marktpartijen tijdens in de reacties op de openbare raadpleging over het feit dat soms sommige projecten gaan over talrijke kleine uitrustingen. Dus daarom het idee om dat het maar over 2/3 van de capaciteit moet gaan, omdat de bedoeling is gewoon om te checken dat de aanvraag ernstig is. Dat verandert uiteraard op het moment van de bestelling van de aansluitingen. Wat moeten die verklaringen op eer bevatten? Het hangt ervan af. Het hangt van het type studie af. Voor een oriëntatiestudie moet de aanvrager bevestigen dat de eigenaar of de eigenaars van de terreinen op de hoogte zijn dat de aanvraag ingediend is. Voor een detailstudie moet de aanvrager bevestigen dat onderhandelingen lopend zijn samen met de eigenaar voor wat de ter beschikkingstelling van het terrein of de terreinen betreft. Op het moment van de bestelling van de aansluiting moet dan een gentleman's agreement getekend worden voor alle terreinen uiteraard. Évidemment, plus on est sévère à l'entrée du processus, on l'espère en tout cas, moins de demandes vont être introduites, mais on doit aussi reconnaître que beaucoup, dans le système tel qu'il existait avant cette décision, beaucoup de demandes étaient introduites simplement par des demandeurs, simplement pour obtenir plus d'informations sur les possibilités de connexion. Donc il faut effectivement, la CREG a voulu reconnaître qu'il était tout à fait rationnel pour certains demandeurs de s'interroger sur les différentes possibilités de raccordement. C'est pour cette raison que dans la décision de la CREG, il est demandé à Elia de fournir plus d'informations avec une plus grande granularité sur la Grid Hosting Capacity Map qui est publiée sur le site d'Elia. Et dans la décision, la CREG précise que 2 types d'informations doivent être ajoutées sur cette Hosting Capacity Map. D'abord, de l'information plus précise sur l'état du réseau, c'est-à-dire où est-ce que des congestions sont prévues dans le futur. Donc, en fait, pour répondre simplement à la question, où y a-t-il de la place pour se connecter? Mais en même temps aussi fournir aux demandeurs plus de transparence sur la file d'attente, c'est-à-dire permettre aux demandeurs d'avoir une meilleure idée de où ils se situent dans la file d'attente et quels sont les types de capacités qui se trouvent plus haut dans la file d'attente. Est-ce que ce sont des capacités réservées, par exemple, ou déjà des capacités attribuées? Un point d'attention, là, évidemment, c'est la confidentialité des informations qui sont fournies, puisque tout ça doit évidemment se faire sans qu'on puisse identifier clairement un demandeur sur base des informations qui sont fournies. Donc les détails évidemment doivent encore être travaillés, mais Elia a déjà lancé un trajet d'amélioration de l'information qui est disponible sur la Hosting Capacity Map, et je pense qu'il partage la vision de la CREG et de beaucoup de participants au marché que l'information et la transparence doivent être améliorées à ce sujet. Il faut également savoir que la CREG a proposé un incitant tarifaire qui concerne la qualité ou l'amélioration de l'information disponible sur la Hosting Capacity Map.
Een bijkomende element die ook belangrijk is om capaciteit vrij te maken, laten we zeggen, is het feit dat de capaciteitsreservatie wordt nu beperkt in de tijd. Dus de duurtijd van een capaciteitsreservatie start op het moment van de bestelling van een detailstudie. En de duurtijd is gelijk aan de geldigheidsduur van de detailstudie. Dat betekent dus 100 werkdagen na de levering van de studie. En dit kan eenmalig verlengd worden op verzoek van de aanvrager aan Elia. Uiteraard, als de aanvrager daarna een offerte voor een aansluitingscontract aan Elia vraagt, dat zorgt ook voor een verlenging van de geldigheidsduur van de detailstudie en daarom ook van de reservatie van de capaciteit. Er waren toch veel reacties op de openbare raadpleging over een mogelijkheid om op een uitzonderlijke manier deze beperking te verlengen. En dat is nu zo in de gedragscode, maar het is onder voorwaarde van een goedkeuring van de CREG en het wordt ook gekoppeld aan strenge criteria. Bijvoorbeeld, de aanvrager moet aantonen dat het niet redelijk is om een aansluitingsovereenkomst rechtstreeks te tekenen. Waarom zullen we dus die strenge criteria toepassen? Het is gewoon om te vermijden dat deze mogelijkheid gebruikt wordt om de capaciteitsreservatie oneindig te verlengen. Dus de bedoeling van die maatregelen is om capaciteit vrij te maken en daarom zullen we redelijk streng zijn op dat vlak. Un autre point important pour les demandeurs, c'est que durant le processus de demande de raccordement, il est à présent possible pour un demandeur de demander un recalcul de leur chiffre de flexibilité, si jamais ils ont obtenu une proposition de raccordement flexible. Alors, il y a deux moments où cette demande de recalcul est possible, mais il n'y a qu'un calcul qui est possible. La première possibilité pour le demandeur, c'est pendant la période de validité de l'étude de détail, c'est donc décrit à l'article 30. Le demandeur doit introduire une demande de recalcul au plus tard 50 jours avant la fin de la durée de la validité de l'étude et Elia doit fournir les nouveaux résultats en déant les 30 jours. Un point très important pour les demandeurs, c'est que le demandeur conserve la possibilité de conserver justement les chiffres initiaux. D'accord? Donc, le demandeur doit exprimer son choix, ou bien il garde les chiffres initiaux, ou bien il choisit le résultat du recalcul, et ce choix doit être fait en déant les 20 jours ouvrables. Une telle demande ne conduit pas à une prolongation de la réservation de la capacité. Donc, ça ne peut pas être utilisé comme une manière de prolonger sa réservation. Het tweede moment waarop een herberekening aangevraagd kan worden door de aanvrager is nadat het aansluitingscontract gesloten werd. De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 120 dagen voor de geplande indienstname van de aansluiting. Opnieuw moet Elia de resultaten binnen 30 werkdagen leveren en opnieuw heeft dan de aanvrager de keuze tussen de nieuwe cijfers of de oorspronkelijke resultaten van de detailstudie. En hier ook is deze aanvraag of deze herberekening, het leidt niet tot een verlenging van de reservatie van de capaciteit. Un autre sujet très important, évidemment, dans le cadre de la libération de capacité pour résoudre les problèmes de file d'attente et de congestion attendue, c'est évidemment la question du système use it or lose it. Alors, la décision qui a été prise par la CREG, c'est de définir dans le code de bonne conduite les principes qui devaient être respectés par un futur système de use it or lose it.
qui doit être proposé par Elia dans le cadre d'une révision du contrat type de raccordement en déant les 12 mois. Quels sont ces principes auxquels le système de use it or lose it doit répondre? Il doit clarifier quels sont les milestones qui sont pris en compte pour décider d'un retard d'utilisation, on peut l'appeler comme ça. Le système doit également définir des marges de tolérance. Alors attention, il y a deux types de marges de tolérance. Une première tolérance, c'est sur la capacité. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'une capacité allouée ou attribuée, pardon, n'est pas utilisée? Une deuxième marge de tolérance, ce sont sur les délais, c'est-à-dire à partir de quand, par rapport au planning initial du demandeur, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une capacité attribuée n'est pas utilisée? Un troisième principe prévu dans le code de bonne conduite, c'est que des conditions exceptionnelles doivent être reconnues dans le système, c'est-à-dire des conditions de force majeure, des appels, par exemple, dans le cas où le demandeur attend les résultats d'une demande de permis, par exemple. Donc, effectivement, il est demandé par la CREG à Elia de prévoir les cas où le demandeur, ou en tout cas le retard, est indépendant de la volonté du demandeur. Dans le cadre du use it or lose it, Elia peut prévoir une garantie financière. C'était en fait la proposition initiale d'Elia dans la proposition faite pour la révision du code de bonne conduite. Elle n'a pas été retenue en tant que telle. L'idée à nouveau de la CREG était de prévoir un système plus large qu'une garantie financière, qui entre-temps est effectivement discutée par Elia dans les travaux, dans les groupes de travail, sous le nom du système MASC. L'idée de la décision est qu'en fait, le système use it or lose it est plus large que le système MASC qui est discuté pour l'instant, puisqu'il doit reprendre également les trois premiers points qui sont détaillés ici. Ook een zeer belangrijke discussie in het kader van de aansluitingprocedures is het principe van first come, first served. Er zijn heel veel discussies geweest en ook eigenlijk wordt het vermeld in de nieuwe Europese richtlijnen dat een evolutie naar een systeem van first ready, first served eigenlijk wenselijk is. We hebben toch beschouwd dat het een beetje te vroeg was om het te voorzien in de nieuwe versie van de gedragscode. Dus het principe van first come, first served wordt behouden, maar met een toepassing ervan per categorie van netgebruikers. Het is eigenlijk, het komt van een aanmoediging van de discussies in verband met een first ready, first served systeem, gevraagd door bepaalde actoren tijdens de openbare raadpleging. En dat is in afwachting tot verdere discussies in verband met zo'n overgang naar een first ready, first served systeem. We hebben ook een aantal boodschappen van marktpartijen gekregen tijdens de openbare raadpleging over het feit dat het niet te snel zou moeten gaan, zo'n overgang naar first ready, first served, maar dat de CREG en Elia zo eerst de gevolgen van de huidige maatregelen monitoren om te beslissen of verdere maatregelen nodig zijn of niet. En dat is precies onze bedoeling om de stam van zaken te volgen met Elia in de toekomst. Alors évidemment, un point très important, c'est que se passe-t-il quand une étude a déjà été, une demande de raccordement, pardon, a déjà été introduite et par exemple, si une étude a déjà été commencée ou en partie livrée, etc. Donc effectivement, là, peut y avoir beaucoup de cas divers et compliqués. Donc nous avons essayé de résumer tout cela dans des mesures transitoires. Le principe général de la décision est tout de même que toutes les nouvelles mesures prévues dans le nouveau code de bonne conduite sont d'application pour les demandes en cours. Pour quelle raison? Parce que le but est effectivement de pouvoir nettoyer la file d'attente et de résoudre le problème de capacité fantôme. Et donc, effectivement, ça n'aurait pas fonctionné si ce n'était pas déjà applicable aux demandes en cours. Cependant, il y a évidemment une obligation pour Elia
d'informer tous les demandeurs de leurs droits et obligations dans le cadre de ces mesures transitoires. Elia a déjà envoyé des lettres la semaine passée à tous les demandeurs concernés. Il y aura des rappels qui seront envoyés. Il y a un calendrier prévu par Elia qui a été discuté avec la CREG et nous allons bien évidemment suivre ce processus de façon très, très stricte avec Elia pour voir ce qu'il en est. Si on rentre un petit peu dans les détails, alors si on commence par le cas le plus général, c'est-à-dire qu'une demande de raccordement a été introduite, mais que l'étude finale n'a pas encore été livrée, alors Elia a 20 jours ouvrables pour... pardon, excusez-moi. Le demandeur a 20 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de la décision pour compléter sa demande selon les nouveaux critères. Donc, tous les critères sont d'application. Toute demande qui ne répond pas à ces critères est considérée comme incomplète et le demandeur a 20 jours ouvrables pour la compléter. Par contre, il n'y aura pas de nouvelle évaluation par Elia du type d'étude qui est nécessaire. Le type d'étude, s'il a déjà été déterminé, reste évidemment le même. Dans le cas où une étude de détail a déjà été livrée et qu'une réservation de la capacité est valable, plutôt je dirais qu'une réservation de la capacité valable est toujours en cours, tout d'abord, comme pour le cas précédent, le demandeur a 20 jours ouvrables pour compléter sa demande, si elle n'est pas complète au regard des nouveaux critères. Et le demandeur, donc si on se réfère aux nouveaux critères de limitation de la durée de réservation de la capacité, qui est de 100 jours pour la validité de l'étude, plus 100 jours de prolongation, pour les études qui sont déjà en cours de réservation de capacité, le demandeur peut prolonger une fois de 100 jours après la fin de la période actuelle de validité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire définie selon la version précédente du Code de bonne conduite. D'accord ? Donc, si vous avez une demande, si vous avez une réservation de capacité en cours, quelle que soit la manière dont elle a été déterminée dans le passé, elle est toujours valable et à la fin de cette période, vous pouvez prolonger une fois de 100 jours suivant les conditions du nouveau Code de bonne conduite. Nog een aantal andere gevallen. Dus stel dat de aansluitingsstudie besteld is, maar dat de netaansluitingsstudie nog niet geleverd is, dan de reeds verstreken dagen worden in mindering gebracht van de nieuwe termijn. Okay, dus de vertraging van Elia voor de beslissing telt eigenlijk. Uiteraard, indien de termijn reeds volledig verstreken is, dan heeft Elia 20 werkdagen om de studie te leveren. Stel nu dat de aansluitingsstudie besteld is en dat de netaansluitingsstudie al geleverd is, dan moet de aanvrager zijn beslissing qua go-no-go binnen de 20 werkdagen indienen. Opnieuw, de reeds verstreken dagen worden in mindering gebracht van de nieuwe termijnen en indien de studie al te laat is, dan heeft Elia 20 werkdagen om de studie te leveren. Er zijn een aantal specifieke gevallen waarvoor een EOS en een EDS in parallel nog lopend zijn. Dan de EOS wordt stopgezet en enkel de EDS zal voortgaan. Cependant, effectivement, il est évident qu'il y a pour l'instant un certain backlog qui est dû à une grande croissance des demandes dans les derniers mois et années. Et donc, la CREG reconnaît que Elia a tout de même besoin d'un certain délai pour résoudre le backlog. Donc, il y a une période de tolérance qui concerne le caractère strict des nouveaux délais. Donc, les délais sont applicables, mais aucune sanction ne sera appliquée par la CREG pour Elia en déant les 6 mois. Évidemment, personne ne sait exactement quels seront les effets des nouvelles mesures qui sont prises. Donc, cette période peut être prolongée de maximum 6 mois sur demande motivée d'Elia à la CREG, qui devra être effectivement approuvée par la CREG. Et évidemment, cette demande doit être appuyée par une vue claire de l'effet des mesures prises sur la file d'attente.
Il doit y avoir une estimation correcte et motivée de l'extension nécessaire pour résoudre le problème. Et Elia doit démontrer à la CREG qu'elle a effectivement fait tous les efforts possibles pour respecter les délais qui sont imposés en déant la période de tolérance définie. Mais il était important que la CREG reconnaisse tout de même qu'il y a un certain niveau d'incertitude sur les efforts nécessaires pour résoudre le problème tel qu'il est. Nous avons donc aussi demandé à Elia de nous informer tous les 2 mois des effets observés de la décision prise. Voilà, het is nu het einde van de presentatie. Dat is zeker veel informatie. Het was misschien een beetje te beknopt voor wat verschillende aspecten het betreft. Maar het is nu de bedoeling dat we naar jullie vragen kijken.